Question directe avec mon invité Gilles Babinet, entrepreneur, ancien co-président du Conseil national du numérique, président de la mission Café IA, dédiée à la médiation populaire à l'égard de l'intelligence artificielle. Bonsoir Gilles Babinet. Bonsoir. Votre dernier livre, Le péril IA, devenir des machines ou rester vivant. Ça vient de sortir aux éditions Le Passeur. Ce livre est un livre en fait philosophique, Gilles Babinet, sur le devenir justement, sur l'avenir même de l'humanité face à l'intelligence artificielle. Et comme votre titre l'indique, finalement, il n'y a que deux voies face au péril de l'IA, devenir des machines ou rester vivant. Il n'y a pas d'autre voie. Expliquez-nous. Oui, c'est une vraie conviction que j'ai acquise, je pense, dans mon parcours avec la technologie d'une trentaine d'années, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, la capacité de l'IA est tellement puissante que, à terme, c'est la question qui se posera. C'est-à-dire l'assimilation, le fait d'avoir de l'IA absolument partout et même, d'une certaine façon, aller vers le transhumanisme. On le voit déjà avec des lunettes connectées, avec des connecteurs neuronaux. Et donc, la C'est question... vraiment l'assimilation de l'humain à la machine. Oui, exactement. Et un jour, on se dira peut-être... L'hybridation même. Le cerveau n'est pas assez rapide, donc on va mettre de plus en plus de machines. Mais la vraie question, c'est quoi la finalité? C'est aller plus vite, c'est produire plus, ou c'est autre chose? C'est vraiment la question qui m'a passionné. Donc c'est soit hybridation, soit renoncer à cette En fait, intelligence artificielle, quand vous dites justement soit on devient des machines ou on reste vivant. je pense qu'on peut remettre la technologie à sa place. Alors, la technologie, c'est extraordinaire, ça fait tout un tas de choses qui relèvent de la civilisation, c'est-à-dire produire, faire en sorte que on traite tout un tas d'enjeux nécessaires pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions, mais c'est pas notre finalité. Et finalement, ce qui nous singularise, et je pense que moi, c'est aussi le fait d'avoir été à la rencontre de beaucoup de cultures qui m'a invité à avoir cette dimension, c'est pas forcément d'être intelligent ou productif. Ça, c'est un mythe que moi, je pense néo-occidental. Alors, la société occidentale, dans sa construction, nous pousse à croire que finalement, les meilleurs, ceux qui sont tout en haut, c'est ceux qui créent le plus de valeur, c'est ceux qui produisent le plus, c'est ceux qui sont le plus intelligents. Je pense que c'est une erreur. Donc pour cela, en tout cas, l'hybridation avec la machine est naturelle. En revanche, si on parle de l'humanité dans son rapport avec le symbolique, là, ça veut dire on renonce à l'intelligence artificielle. C'est ce que vous dites dans votre livre. Non, je ne dis pas on renonce, mais on la met à sa place. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de produire les biens nécessaires au fonctionnement de l'humanité, mais on n'est pas hypnotisé à passer, comme aux États-Unis, 7h15 sur les écrans hors travail, 11 heures avec le travail. Et finalement, on se pose la question de savoir c'est quoi ce qui nous grandit, ce qui nous rend les plus singuliers. Je pense d'ailleurs assez proche de ce que dit l'encyclique du L'encyclique pape. du pape, justement, je vais y venir. Vous êtes senti proche de cette encyclique quand vous J'ai avez été stupéfait. entendu le pape Léon XIV, l'humanité magnifique, c'est son premier encyclique où il dit que l'IA doit être désarmée, libérée des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion ou de mort. Si vous voulez, moi, ça a été un gros choc parce que je savais que ce travail était en cours. Je connais plusieurs personnes qui travaillent au Vatican sur ce sujet, mais j'étais incapable de penser que la proximité était aussi forte avec mon livre. C'est vraiment les mêmes conclusions. Je pense que vous avez évoqué ce mot-là, mais le côté symbolique est peut-être moins mis en avant. J'ai pas encore lu l'encyclique, je vais le faire ce week-end, mais je pense que sur les aspects éthiques, sur les notions de valeur, c'est extrêmement proche. Et quand vous dites symbolique, ça veut dire, vous dites on ne renonce pas, mais ça veut dire mettre de la distance tout de même avec cette intelligence artificielle pour justement ne pas se retrouver avec une humanité assimilée à elle. En fait, je C'est pense pour ça que qu'il est philosophique, votre livre, Oui. parce qu'en fait, c'est assez radical comme choix. On a l'impression C'est qu'on un ne peut choix pas radical. faire, on peut pas faire sans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une course effrénée aux États-Unis, en Chine. L'Europe essaye de se placer tant bien que mal. On ne peut pas y renoncer. Et en même temps, comment faire pour qu'il n'y ait pas une assimilation totale à cette intelligence artificielle dans le but d'être plus performant, comme vous le dites. on ne peut pas renoncer à la technique parce qu'on est 8 milliards sur Terre et que sans technique, on vivrait 25 ans et probablement 10 fois moins nombreux. Voire encore moins. Donc on a besoin de la technologie. Par contre, la technologie n'est pas une fin en soi, il faut la remettre à sa place, c'est impératif, sinon on disparaît. Et Donc n'a on peut pas- la remettre à sa place sans y renoncer. Quand vous parlez de choix Exactement. radical en disant rester vivant, c'est être en dehors de Je ne cette suis IA. pas devenu du jour au lendemain décroissant, je ne le suis pas. Et je ne suis pas non plus
techno-négationniste. C'est-à-dire la technologie, c'est extraordinaire et c'est nécessaire, mais par contre, ça n'est pas une fin en soi. Et ça, je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on se sent singulier, c'est pas quand on est super intelligent. C'est, on a des moments dans la vie, on se dit, bah ça, c'est un moment qui est absolument exceptionnel. Et je crois que ce qui caractérise ces moments, c'est aussi ce qui caractérise notre singularité. C'est notre rapport à l'âme, c'est notre rapport à l'autre. C'est ça qu'on doit développer. Donc vous n'avez pas la même vision, effectivement, qu'un certain nombre de techno-césaristes, hein, on pourrait les qualifier ainsi, J'aime bien ce terme. des techno-réactionnaires, tous ceux qui sont inspirés par ces technologies et qui disent que finalement la démocratie, c'est un frein à cette innovation. On les voit beaucoup aux États-Unis, c'est le cas de Peter Thiel. C'est pas le cas, par exemple, de Dario Amodei, le patron d'Andropic, qui lui, justement, essaye... Manifestement, l'un de ses collaborateurs était au Vatican au moment de l'encyclique, donc il tente de mettre des limites à cette intelligence artificielle. Amodei est singulier, effectivement, en ce sens où il ne s'inscrit pas dans cette logique de puissance, et je crois qu'il est très, très singulier, mais il ne faut pas se leurrer. Tous ces gens, les Peter Thiel, les Elon Musk, etc., quand ils disent qu'il faut accélérer à tout prix, c'est du fascisme. Je ne peux pas le nommer autrement. C'est vraiment, le mot est très violent, il est très brutal, mais il consiste à dire... Mais ils disent en Chine, ils accélèrent, nous on accélère. Oui, mais je pense malgré tout que la logique chinoise, c'est une logique de transition vers quelque chose de plus inclusif. Tandis qu'eux, ce qu'ils disent, c'est la fin en soi, c'est d'exclure le plus grand nombre. Et ça, je crois que c'est très problématique. Moi, j'ai écrit un livre sur ces gens-là, qui s'appelle « Comment les hippies de la science ont inventé Internet », qui est sorti en 2023. À l'époque, cette thèse de technofascisme était absolument minoritaire, et j'ai été beaucoup critiqué pour l'avoir mis en exergue. Je pense qu'aujourd'hui, elle est commune, elle est extrêmement répandue. Il faut aller plus loin, il faut avoir un narratif pour les contrer. Et c'est l'idée de ce livre, c'est de dire, notamment l'Europe, si on ne se réveille pas, si on n'est pas capable d'exprimer une idée forte, mais la technologie nous emportera. Denis Hassabis, Sam Altman, Dario Amodei, ils disent tous que l'IA va transformer la nature même de notre civilisation. Donc ils reprennent un peu votre idée. On ne sait pas, est-ce que c'est inévitable que ces super IA qui vont arriver peut-être dans 2 ou 3 ans, ils n'ont pas véritablement, ils ne donnent pas de limite dans le temps, est-ce qu'elles vont entrer en conflit avec l'intelligence humaine à un moment donné? Oui, c'est une hypothèse qui est quand même assez forte. C'est-à-dire que on déclasse beaucoup ce qui, encore une fois, dans le monde occidental, est considéré comme la quintessence de l'humanité, l'intelligence, la performance, etc. Et que, finalement, il y a une certaine forme de nihilisme, de négation du singularisme de l'humanité, et qui aboutissent à des catastrophes. Je pense qu'il faut le prévenir. Moi, j'ai écrit ce livre pour ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un penchant positif. Ça veut dire que ces machines, elles vont être autonomes. C'est le risque qu'elles soient autonomes sans qu'il n'y ait plus de contrôle et qu'elles puissent justement être en conflit avec l'être humain, être en conflit même entre elles. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que la technologie actuelle des transformers, des grands modèles de langage, soit la quintessence pour avoir un niveau d'autonomie élevé. Pour tout un tas de raisons qui seraient un peu difficiles d'expliquer ici sur ce plateau. Pour l'instant. Mais je pense que la direction dans laquelle l'ensemble de la recherche est lancée permettra d'aboutir à un niveau d'autonomie relativement élevé. Et c'est inquiétant. Et encore une fois, si on n'a pas quelque chose à dire, et je dirais même en tant qu'Occidentaux, plus qu'en tant qu'Européens, le risque d'assimilation et finalement d'une certaine négation de la singularité humaine est important. Donc c'est un combat, en fait. Ce serait quoi, un combat européen? Moi, j'aimerais que ce soit un combat européen. Je pense que le Sud global est en train aussi de dire un certain nombre de choses. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue moral, les États-Unis, aujourd'hui, sont en clair déclassement. C'est-à-dire laisser ce narratif prendre une puissance aussi importante sans que personne en face s'y oppose de façon assez caractérisée. Merci, Gilles Babinet. Votre dernier livre, donc Le péril IA, devenir des machines ou rester vivants, aux éditions Le Passeur. On se retrouve après une courte pause.